Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. « 1,7 milliard de dollars de déficit sur 3 mois, sur le premier trimestre 2015, compte tenu comparativement de la baisse des revenus énergétiques premier trimestre 2015 versus premier trimestre 2014, plus de 50% de baisse, on peut considérer que ce recul est une bonne résistance du commerce extérieur, M. Hadir. Vous ne le direz pas comme ça? Non, je ne dirais pas comme ça, parce qu'on peut apprécier différemment le chiffre sur le premier trimestre. Effectivement, on serait attendu à un déficit un peu plus important, mais de mon point de vue, là n'est pas le problème, parce que le problème, c'est que nous avons un problème de fond. Vous dites qu'on aurait pu s'attendre à un chiffre plus important. Vous avez l'air d'avoir réfléchi à la question. Vous attendiez à 3-4 milliards? Disons que nous étions l'année passée sur un baril à une moyenne de $100. Depuis juillet 2014, et puis pour cette année, toutes les prévisions donnent à peu près en moyenne annuelle un baril à $60, c'est-à-dire Alors, en se basant sur ce chiffre-là, qui est un peu celui de ce qu'on a vécu au cours des 7-8 derniers mois, on serait attendu à un déficit un peu plus important. Mais de mon point de vue, ça, c'est une question à la limite secondaire. On verra bien les chiffres en fin d'année. Peut-être pas si secondaire que ça, si on essaie d'observer le chiffre. Déjà, est-ce que vous considérez que le chiffre du CNIS est le bon chiffre? Je n'en sais rien. Je suis obligé de faire confiance un peu à ce que donne le CNIS. C'est vrai, je suppose que vous faites référence au fait que pour janvier, février, le ministère des Finances a donné un chiffre un peu plus important, un déficit un peu plus de 2,3. Sur 2 mois. Sur 2 mois. Donc si on prend ce trend, on aurait pu s'attendre à plus de 3 milliards. Mais de mon point de vue, l'élément essentiel qu'il faut considérer par rapport à ça, c'est 2 choses. La première, c'est que comme nous avons en Algérie une balance des services qui est structurellement déficitaire, à la différence de tous les pays environnants. J'exclus la Libye, bien entendu, ou la Syrie, qui sont des cas particuliers. Vous nous dites que la Tunisie et le Maroc exportent plus de services qu'ils n'en consomment. Ça, c'est une donnée structurelle depuis de très très longues années. C'est-à-dire, en fait, ces pays-là, ils peuvent se permettre d'avoir des balances commerciales déficitaires. Ils ont d'ailleurs des balances commerciales déficitaires et ils équilibrent ça par des excédents de leur balance des services. Pour 2 postes essentiels, c'est-à-dire qui manquent dans notre paysage économique, celui du tourisme et celui des transports maritimes. Sur lequel en Algérie, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Alors, le deuxième élément, c'est que il y a eu une information qui a été publiée en amont. C'est-à-dire le FMI a annoncé un déficit de la balance des paiements prévisionnel pour 2015 aux alentours de 20 milliards de dollars, ce qui est pour l'ensemble de l'année. En tout cas, c'est les prévisions du FMI. Le FMI d'ordinaire, il est beaucoup plus réservé, c'est-à-dire quand il s'agit de chiffres. En tout cas, quand il s'agit de chiffres négatifs, il met un peu. Cette fois-ci, il est passé un peu outre sa réserve habituelle. Et donc, ce chiffre de 20 milliards, en tout cas, quand on fait un peu de prévision et qu'on lit la situation économique algérienne, c'est ce qu'on pouvait prévoir. Mais attendez, M. Hadir, si on doit faire moins 20 milliards de dollars en balance de paiement à la fin de l'année, ça va être creusé non pas par la balance commerciale, mais par d'autres postes. Parce que la balance commerciale, si on reste sur ce trend, et on peut imaginer que ça sera celui-là, puisqu'on s'attend à ce que le prix du pétrole au cours du second semestre se redresse un petit peu, etc. Ce sont d'autres postes, c'est les rapatriements de dividendes. Qu'est-ce qui va gréver la balance des paiements? Ce que je veux dire par là, c'est que voilà des chiffres qui annoncent une situation financière assez méchante
pour les comptes économiques de l'Algérie pour cette année 2015. C'est des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Je ne veux pas discuter à ce stade les chiffres, est-ce que c'est plus ou moins, etc. Ça, on verra par la suite. Ce qui se passe, c'est que par rapport à ces chiffres, nous devrions avoir, déjà, c'est-à-dire nous-mêmes, on aurait dû tirer la sonnette d'alarme, c'est-à-dire notre pays et notre gouvernement auraient dû tirer la sonnette d'alarme, ça fait un moment. Et la question qui se pose à nous, qu'est-ce qu'on fait ? À la limite, peu importe, c'est-à-dire qu'il y ait des ressources dans qu'on ait des réserves de change importantes, etc., qu'on ait des ressources au sein du fonds de réserve. Bon, tout ça, c'est-à-dire on peut... Ce qui se passe, c'est que nous aurons une année qui, au plan des comptes économiques, sera totalement déséquilibrée. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Je veux dire, le gouvernement, depuis quelques mois déjà, quand même, c'est quasiment depuis l'été dernier, enfin, je ne dirais pas l'été dernier, mais au moins depuis décembre 2014, il y a eu une réunion célèbre, disons, organisée par le président de la République, a annoncé quand même un plan d'action en matière de gestion du commerce extérieur. En particulier, on a insisté sur la gestion des importations. C'est vrai qu'on attend les mesures, on ne les connaît pas encore, on les annonce. Le fait que ces mesures tardent à être annoncées, à arriver, qu'est-ce que ça traduit de votre point de vue ? Enfin, moi, j'observe surtout qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, comme par exemple sur le budget de fonctionnement, etc., des restrictions sur le budget de fonctionnement, et finalement, on se rend compte que le gouvernement a été obligé de reculer. Il y a un certain nombre d'effets d'annonce, surtout ce qui concerne l'environnement des affaires. C'est-à-dire, on attend de voir. Sur l'investissement, il y a une nouvelle loi qui est annoncée pour, disons, changer un peu la donne et simplifier les règles, disons, en matière d'investissement. On a la même chose sur le commerce extérieur, on annonce un système de licence. Bon, je veux bien, c'est-à-dire, ça je l'interprète à la limite personnellement comme quelque chose de positif. Il faut commencer à bouger. Mais mon sentiment est que ça ne bouge pas suffisamment vite, en particulier quand on voit les chiffres qui s'annoncent en bout de course. On n'a pas suffisamment pris la mesure de la tourmente dans laquelle on s'engage, parce que, à la limite, pour un gouvernement, il doit prendre aussi un point de vue pessimiste, c'est-à-dire sur l'évolution des chiffres. Et il faut se dire que si cette situation-là perdure dans les 2-3 prochaines années, qu'est-ce que nous faisons ? Alors, on a l'impression quand même, on peut en discuter, que le gouvernement a choisi, sur 2015, il a d'une certaine façon choisi d'assumer un déficit. Il y a le fonds de régulation qui va l'éponger pour ce qui est du côté budgétaire. Et il aurait aussi, enfin c'est notre lecture qu'on fait, enfin nous suivons un peu l'actualité, choisi d'agir sur les leviers les plus faciles à actionner. En gros, on va dire il y en a deux au niveau des importations. Limiter ce qui peut être limité. Et je peux vous poser tout de suite la question, est-ce que dans la performance, entre guillemets, du commerce extérieur algérien du premier trimestre, il n'y a pas déjà les traces de restrictions diverses dont on n'a pas encore évalué l'impact, voilà, qui fait qu'on importe déjà beaucoup moins. Voilà, pour préciser la question, Yersen, donc il y a depuis quand même au premier trimestre, il y a une baisse des importations de 10%. C'est la première fois depuis 20 ans qu'on a une baisse des importations, disons. Est-ce que c'est le résultat d'une politique, c'est les premiers résultats de mesures de politique économique plus restrictives, ou bien comment vous l'interprétez, vous, ça ? Enfin, personnellement, si vous me permettez, j'ai une grande réserve par rapport à cette façon de procéder. Je vous signale d'ailleurs qu'en 2009, nous avons eu tout un programme, c'est-à-dire qui a été lancé à la faveur de cette fameuse loi des finances complémentaires d'août 2009, à travers lesquelles on a annoncé un certain nombre de mesures pour réduire les importations, etc. Au bout de course, on n'a strictement rien vu. On a même vu un trend qui est allé dans le sens opposé. Mais fondamentalement, je suis même personnellement opposé. À la limite, moi, personnellement, en tant que sur un strict plan économique, moi, je voudrais que notre pays, à la limite, puisse importer pour 300 milliards de dollars.
La contrepartie, c'est qu'on exporte un peu plus. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut voir, qu'il faut analyser la perspective économique. En tout cas, c'est dans ce domaine-là, dans ce sens-là qu'il faut partir. Maintenant, si vous me parlez des restrictions administratives, en tout cas, ou toutes sortes de félins pour réduire les importations, il faut revenir au b.a.-ba de l'économie, ce qui est déterminant du commerce extérieur, d'ailleurs à l'exportation comme à l'importation, ils sont en amont. C'est la politique budgétaire, c'est l'environnement des affaires, c'est la politique en matière d'investissement, c'est la politique énergétique. C'est toutes ces questions-là qui font que... Monsieur Odile, on va les aborder pour finir juste avec les agrégats techniques de ces derniers chiffres, mais on va les aborder, on va venir vers l'amont qui détermine la performance, la compétitivité et qui peut changer la physionomie du commerce extérieur algérien. Mais je voulais quand même poser une question, vous aviez une appréhension. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le gouvernement a décidé d'agir, de prendre sa balance commerciale, de prendre les postes d'importation et de pointer les postes qui étaient les plus coûteux, d'agir en priorité sur eux? Exemple, l'automobile. En moyenne, 6 milliards de dollars ces 3-4 dernières années, oui, minimum, au bas mot. Hein, oui. Voilà. C'est un gros poste. On agit dessus. C'est le premier secteur d'importation qui subit des mesures administratives. Il y a en ce moment des domiciliations dans le secteur bancaire d'importation de véhicules qui sont refusés parce qu'il y a un bras de fer sur les aspects techniques des véhicules, la conformité, etc. Est-ce que ça n'a pas déjà commencé? Enfin, je suis tenté de vous dire oui, ça a commencé, mais de mon point de vue, ce n'est pas comme ça. La politique du commerce extérieur, c'est pas ça. Nous sommes strictement hors du champ, c'est-à-dire de ce qui devrait être le fond du problème, le fond de notre problème. Mais quand il y a le feu, attendez, c'est-à-dire, je ne dis pas. Bon, moi, je peux vous dire la chose suivante, c'est que notre problème, c'est que le commerce extérieur de l'Algérie, de manière générale, nous ne lui accordons pas l'importance qu'il requiert. Je vous signale que dans les années 70, avec le monopole de l'État sur le commerce extérieur, avec la même mise totale qu'avait l'État sur le commerce extérieur, la loi, à l'époque, obligeait le gouvernement à présenter une fois par an devant l'APN un bilan du commerce extérieur de l'année d'avant. À l'époque déjà, donc dans une situation où l'État a tous les leviers, il s'inquiétait, c'est-à-dire il disait on doit avoir un débat public sur comment... quels sont nos résultats, etc., où on va, ainsi de suite, et avoir un débat minimal dans une situation, dans la chape de plomb qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire avec tout sous contrôle, les monopoles publics, etc. Bon, alors, aujourd'hui, dans une situation où nous sommes dans un monde, dans une économie mondialisée, c'est-à-dire où ce qui se passe en réalité sur l'économie algérienne, c'est un reflet on subit les impacts de ce qui se passe dans le monde de façon, et les choses évoluent de façon extrêmement rapide, nous n'avons strictement aucune espèce d'évaluation. Les instances qui devaient le faire, c'est-à-dire on avait l'INESC avant, c'est-à-dire elle a disparu des écrans. On a un Conseil national de l'énergie qui ne se réunit pas, en tout cas qui ne se réunit pas, qui ne donne pas qui n'émet pas de signaux. Il y a une institution qui s'appelle Algex, etc. Il n'y a pas d'un rapport qui sort. La conséquence de tout ça, c'est qu'on navigue à vue. On a eu, il y a quelque chose, un chiffre qui a été publié personnellement, en tant que professionnel, ça me choque, d'avoir 3,5 milliards de dollars d'importation de céréales en 2014. Combien? 3,5 milliards de dollars d'importation, c'est le chiffre officiel du CNIS, en 2014. À mon avis, ça on devrait sonder la liste, c'est-à-dire par rapport à des chiffres de ce genre. Pour les véhicules, je vous signale que ça fait 4 ou 5 ans qu'on est à 7 milliards, etc. Et pour moi, le problème n'est pas de dire est-ce que je ferme tel ou tel boulon. Qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de la mécanique? Pourquoi on n'a pas pourquoi on n'a pas de résultats là-dessus? Et la vérité amère, c'est que les performances de notre commerce extérieur sont désastreuses, c'est-à-dire elles sont d'une médiocrité
c'est insoutenable. Je vais titiller un petit peu, monsieur. Vous dites qu'on n'a pas d'instrument d'évaluation. Comment vous pouvez dire qu'elles sont désastreuses, ces performances? Non, je lis les statistiques. C'est-à-dire, je parle pas de, quand je vous dis, je parle d'instruments, parce que c'est des éléments qu'il faut maîtriser. Ça fait partie, c'est des politiques publiques qui doivent être mises en place pour pouvoir réorganiser le système de production, etc., le mettre de l'ordre, mettre des technologies, des investissements, etc., prendre des mesures pour faire face, etc., et pour faire face à ce qui nous vient du reste du monde. Mais maintenant, pour les performances, moi je les mesure, c'est simple, c'est-à-dire je lis les statistiques des Nations Unies, de la CNUSED, c'est très simple. Par exemple, en matière d'agriculture, l'Égypte, qui est un pays aussi dépendant au plan agricole que nous, entre 1995 et 2013, il a multiplié ses exportations agricoles par 13. En matière industrielle, la Libye, qui n'est pas un aigle, et puis c'est un pays pétrolier comme nous, elle a presque 2 fois plus d'exportations industrielles que l'Algérie. Il faut lire les chiffres. Et puis, parce qu'il ne faut pas se rapporter, parce que là, ce qu'on appelle les exportations industrielles, au sens des Nations Unies, ce n'est pas celle qu'on a ici. C'est pas le fer, c'est pas le matériel là, parce que beaucoup de ce qu'on appelle les exportations hydrocarbures chez nous sont aussi des dérivés de... Bon, donc, il y a des classifications qui sont les classifications universelles qu'il faut utiliser. Je veux dire, la Libye exporte en 2013, j'ai les chiffres sous les yeux, pour l'Algérie, c'est 572 millions de dollars, pour la Libye, c'est 988. En matière de services, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le seul pays qui a un déficit structurel et qui s'aggrave depuis des années. Qui regarde ça? En matière d'investissement, là aussi, il faut regarder les chiffres. La part du stock, de ce qu'on appelle, parce que c'est le stock des IDE. Stock des IDE dans le PIB, nous on est à 12%, la Libye est à 19%. Je parle maintenant je ne parle pas de la Tunisie, elle est à 70%, l'Égypte est à 34%, le Maroc est à 48%. C'est parce qu'on a un PIB très élevé, c'est pour ça que la part du stock est très basse. Oui, vous rigolez, mais c'est des choses extrêmement tristes. En matière de diversification, d'exportation, disons ce qu'on appelle les exportations maintenant hors hydrocarbures. Les seuls pays, pour les derniers chiffres, les seuls pays qui sont aussi piteux que nous, c'est l'Irak et la Libye. La Libye qui était meilleure avant, qui s'est détériorée ces 3 dernières années. Et ça, c'est sous nos yeux que ça se passe. Et il suffit de consulter, encore une fois, des bases de données. Vous allez à la base de données de la CNUSED, etc., vous pointez, etc., vous avez toutes les séries depuis 1950. Monsieur Diel, est-ce que vous avez le sentiment que la conférence nationale sur le commerce qui s'est tenue dernièrement, commerce extérieur, a pris la mesure d'un tel gap? Parce que c'est ce que vous venez de nous décrire. Malheureusement, non. C'est-à-dire, c'est ça qui, je pense, est attristant, parce que on sent bien que le gouvernement souhaite faire quelque chose là-dessus, etc., c'est un motif d'inquiétude. Il a raison de s'en inquiéter. Mais à mon avis, avant d'aller dans des conférences, etc., il faut d'abord prendre la mesure du problème. Et la mesure du problème, pour moi, c'est 2 choses essentielles. La première, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut regarder en amont qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je suis en économie ouverte, les productions venant du monde entier se disputent les parts de marché avec mes propres producteurs sur mon propre territoire. Comment je m'organise pour pouvoir y faire face, etc. Alors, il y a des tas d'instruments c'est la politique en matière d'investissement, c'est le budget, puisque on finance un budget monumental, etc. On aurait pu en faire un levier pour développer la production nationale. C'est tout le climat des affaires qui est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est gravissime ce qui se passe.
Aucune administration n'a le droit de bloquer, en tout cas, au niveau des politiques, il faut que les gens se bougent un peu, il faut réagir. C'est les intérêts de notre pays, c'est ce dont on va vivre demain, etc. Si on ne s'occupe pas de ça, on fait quoi? À quoi sert un gouvernement? Alors, vous dites que la conférence doit d'abord pouvoir prendre la mesure de ce qui ne va pas avant de pouvoir formuler une réponse. Voilà. Alors, je vous dis, et prendre la mesure, c'est 2 points. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur, etc., comment on agit. Le deuxième élément, qui encore une fois, alors là, ça, c'est à pleurer, ce qui se passe. C'est que, comme nous sommes en économie ouverte, il y a quelque chose qui s'appelle la politique commerciale extérieure d'un pays. Je vous signale que déjà même sur le plan académique, vous savez, il y a des débats qui existent depuis que l'économie politique existe. Est-ce qu'il faut des politiques protectionnistes ou est-ce qu'il faut aller vers le libre-échange? C'est un débat qui n'est tranché nulle part au monde. Ce qui se passe, c'est-à-dire ce que tous les pays au monde font, c'est quelque chose de réaliste, c'est-à-dire qu'on fait la défense de politiques commerciales. Il faut avoir des politiques commerciales extérieures actives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, compte tenu de ce qu'est mon appareil de production, de ce qu'est mon niveau de savoir, ce que sont mes universités, mon système éducatif, etc., où je mets les curseurs, etc., à chaque fois pour que je puisse produire plus que ce que je puisse être compétitif, etc. Là où je ne le suis pas assez, comment je peux m'adapter, ainsi de suite. Pas fait. Et ça, nous n'avons tout simplement pas de politique commerciale au sens moderne du terme. Et je vais vous donner, et ça, si vous permettez, parce que ça, c'est des choses qui me tiennent véritablement à cœur. Il y a ce qui nous tient lieu de politique commerciale, c'est totalement incohérent. C'est-à-dire, le message que nous délivrons au monde est incompréhensible. Il est inconsistant, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Je vais vous donner des exemples. Il change tout le temps, c'est-à-dire il est instable. Et ça, les gens ont besoin d'avoir... ils sont face à un marché, etc. Ils ne sont ni animés de bonnes intentions, ni de mauvaises intentions. Simplement, nous sommes dans un monde qui est ouvert partout. Nos exportations, c'est les importations des autres. Et nos importations, c'est les exportations des autres. Donc, on a intérêt à avoir une politique intelligible. Monsieur Deer, prenons un exemple concret. Est-ce que dans le domaine de l'industrie du médicament, il n'y a pas justement cette politique commerciale active? Est-ce que ce n'est pas un exemple de politique commerciale active qui pourrait être appliquée à d'autres domaines? Comment est-ce que vous jugez, vous, la politique qu'on a dans le domaine du médicament, c'est-à-dire avec les interdictions d'importation des produits Alors déjà, c'est-à-dire qu'il y a un secteur dans lequel, par exemple, aujourd'hui, ça aussi, ça fait partie de ce que j'appelle les incohérences. Il y a un secteur dans lequel, aujourd'hui, il y a toute une réglementation qui interdit à l'importation tout ce qui est fabriqué ici. C'est le médicament. C'est le secteur du médicament. Alors moi, je dis, pourquoi c'est aux médicaments seulement que ça s'applique? Qui c'est qui a dit ça? Et puis, en fait, ça donne d'ailleurs des résultats. On a, depuis 2006 jusqu'à 2013, des taux de croissance de 17%. Ça, c'est une étude du ministère de l'Industrie qui l'a. D'ailleurs, ils ont fait une étude qu'ils ont mis sous le boisseau. C'est-à-dire, on se demande à quoi ça sert, toutes ces études sur... Donc, vous dites que c'est un succès d'avoir appliqué cette politique commerciale? Par exemple, c'est-à-dire, à la limite, moi, je ne veux pas, c'est-à-dire, aller... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe dans les secteurs. Mais, de mon point de vue, quand je parle d'incohérence, c'est sur des choses, des aspects cardinaux. Et je vais vous donner des exemples précis. Le premier exemple, c'est que quand on fait une politique commerciale en économie ouverte, ce que tous les pays du monde font, c'est ce qui s'appelle une dialectique commerce-investissement. En gros, c'est-à-dire comme je suis ouvert, je préfère faire venir les investisseurs chez moi pour qu'ils produisent ce que, de toute façon... Ils vendraient chez moi. Ce qu'ils vendent chez moi. Et aujourd'hui, nous, on a un débat absolument surréaliste sur cette histoire de 51-49. Ça n'a pas un gramme de sens. Pourquoi? Parce que si ce produit
pour lesquels que j'importe, pour lesquels les conditions d'importation, je prends n'importe quelle marchandise, n'importe quel input, etc. Si, de fait, dans mes réglementations et dans ma pratique, ce produit, je peux l'importer du monde entier. Et je n'ai strictement aucune restriction commerciale par rapport à ça. Pourquoi voulez-vous que c'est-à-dire en gros, si ce produit, c'est ce verre, s'il est produit en Algérie par un investisseur étranger, il faut que je lui demande 51,49. Le même produit, il est fabriqué à Marseille. Je ne lui demande pas ce que j'ai... Départ de son entreprise à Marseille. À partir du moment où un secteur est ouvert, ou un secteur donné est ouvert, il est absurde de faire des restrictions à l'investissement. Et je remarque d'ailleurs que... on peut le faire si le secteur est fermé, parce qu'on donne, un accès à un marché protégé. À ce moment-là, je négocie. Mais dans tous les cas de figure, sur un strict plan économique, c'est se tirer une balle dans le pied. Monsieur, il y a des gens dans le gouvernement qui disent que c'est quand même, ça se met en place doucement, et il y a quelques investissements qui viennent le corroborer. Enfin, le dernier dans le secteur industriel, c'est évidemment Renault, mais de votre point de vue, ça ne va pas suffisamment vite. Il faut regarder ce qu'on perd comme investissement. Il faut mesurer l'étendue du problème. Il ne s'agit pas de regarder, de se mettre c'est pas une politique de l'autruche, on fait faire sans faire pas, etc. Et on établit des indices et on choisit ce qui nous conviennent. Oui. Il faut regarder l'état réel de notre commerce et de la situation. Et il faut prendre des mesures, des mesures. Vous iriez jusqu'à dire que supprimer le 51-49, ce serait la première mesure pour réduire les importations? Non, c'est pas supprimer. C'est-à-dire pour moi, il y a... D'abord, je trouve absurde que, par exemple... Pour faire la substitution à l'importation et attirer les... Ce qui se passe, c'est-à-dire dans ce 51-49, c'est que les secteurs les plus juteux, les plus intéressants, c'est-à-dire là où on aurait dû établir depuis toujours les freins, c'est le secteur financier, les télécoms. Là, c'est complètement ouvert. Alors, d'ailleurs, il y a un problème en termes de concurrence. Pourquoi je donne un avantage à celui qui est déjà installé? À partir du moment où j'ai déjà des gens qui sont installés ici à 100%, il faut mettre ça en cohérence. Encore une fois, je vous dis, et ça, c'est un des points. Là, vous passez par parler de Jay-Z. Non, de cette histoire de l'ouverture des télécoms, de toute façon, chez nous, on a pris... Nous sommes le seul pays, en tout cas, a une économie significative. C'est-à-dire, je ne parle pas de quelques pays africains qui a libéralisé son secteur des télécommunications sans s'appuyer sur l'opérateur historique. Dans tous les pays, France Télécom a eu, je crois, 7 ou 6 ans ils ont occupé le terrain pendant 6 ans avant de faire venir le premier concurrent. L'Espagne, c'est 8 ans, le Portugal, c'est 10 ans, des choses comme ça. Mais tous les pays du monde ont fait ça. Nous, on a fait exactement l'inverse. Et ça, de mon point de vue, ça, c'est un échec. Une libéralisation s'appuie d'abord sur l'opérateur historique. Je lui donne le marché d'abord, il l'occupe avant après, on ouvre, etc., pour le mettre un peu en concurrence et faire... Alors, dans le débat qu'il y a eu dans la conférence nationale, pour rester dans le fil de cette conférence nationale, il y a une sorte de petit bras de fer entre prioriser les substitutions aux importations, ce qui est une orientation un peu différente de la priorité aux exportations, parce qu'on peut faire l'un sans faire l'autre. Il y en a qui disent que si on arrive à concurrencer les anciennes étrangères sur le marché domestique, on est bon pour aller à l'extérieur. Vous dites quoi? Moi, je vous dis la chose suivante. Je reviens encore une fois vous dire. Nous devons faire un état des lieux, de manière d'abord en interne. C'est-à-dire, et ça, c'est des choses qui ne se discutent pas dans une conférence. Ça, c'est un gouvernement qui prend qui ouvre un dossier, qui met tout sur la table entre gens responsables. Et quand je dis le gouvernement, ce n'est pas simplement la liste des ministres qui tiennent lieu du gouvernement. Je parle du système de décision politique au plus haut niveau. J'ai inclus la présidence de la République. Non, j'ai inclus tout ce qui est moi, ça s'appelle le gouvernement de la liste, c'est-à-dire ceux qui prennent les décisions pour le compte des intérêts de notre pays. C'est-à-dire ça, on n'y coupe pas. C'est-à-dire, si vous voulez travailler, c'est comme dans votre famille, etc. Quand vous avez un problème, vous mettez des trucs sur la table. Puis, qu'est-ce que je fais?
Et j'examine un certain nombre d'options. Il y en a qui sont faisables plus facilement que d'autres, etc. Et à l'intérieur de ça, après, quand je détermine, je sais où je veux aller, etc., je fais ma propre analyse, je mets en place une feuille de route et j'y vais. L'ouverture de l'investissement aux acteurs privés algériens, il y a de larges parts de l'investissement qui sont encore fermées. Est-ce que vous pensez qu'une partie de la réponse, vous avez toujours parlé de l'appareil de production qu'il faut mettre dans la balance face aux importations, est-ce que c'est une partie de la réponse, l'ouverture de l'investissement privé? Je vous signale, ça aussi, ça fait partie de tout le débat surréaliste que nous avons chez nous. D'abord, avant d'ouvrir quoi que ce soit aux étrangers, je l'ouvre aux nationaux. Pour moi, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire, encore une fois, il faut évaluer, etc., mettre en place des politiques qui tiennent la route dans la durée, etc., en tenant compte de tous les intérêts qui sont en place. Ça, c'est une chose. Mais de manière générale, l'idée très simple, c'est que j'ouvre d'abord à la concurrence interne tous les secteurs. S'il y a un monopole que je dois protéger, etc., s'il faut lui laisser un temps pour qu'il s'adapte, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il faut mettre, c'est-à-dire dehors, il faut être responsable, il faut prendre des choses, mais je parle maintenant, c'est-à-dire de ligne politique, de politique économique. Et d'ailleurs, c'est tout simplement se mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La Constitution algérienne dit, elle pose le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Et ça veut dire que il faut mettre les choses au point. De ce point de vue-là, alors je préfère à la limite qu'il y ait, quel qu'il soit d'ailleurs, un producteur national qui soit installé chez moi, plutôt que celui qui est installé à l'étranger. Et la valeur, la défense de... Alors, ça, c'est un point de... Et pour ça, nous avons, par exemple, ça d'ailleurs, s'il faut le regretter, nous avons un établissement qui s'appelle le Conseil national de la concurrence, qui devrait être... Ça devrait être une institution de premier plan par rapport à ça, pour que les choses puissent évoluer, etc., qu'on travaille dans des règles minimales et qu'on mette en point, encore une fois, les dossiers sur la table. La partie, je laisse, parce que il y a un lien direct avec autre chose. Vous voulez poser une question sur les secteurs les plus matures pour être je termine juste l'idée. Ça veut dire que je déconnecte la concurrence, parce qu'il y a deux niveaux de concurrence. La concurrence au plan interne, entre tous ceux qui sont installés ici, y compris d'ailleurs les investisseurs étrangers. Ils sont chez moi, ils font partie de la valeur ajoutée locale, ils payent leurs impôts ici, ils sont dans le cercle interne. Ils sont dans les règles de concurrence à l'intérieur. Maintenant, la concurrence venant de l'extérieur, c'est celle-là qu'il faut... c'est pour ça qu'il y a des accords régionaux, etc. Tous les pays ils la nivellent, ils mettent les curseurs sur des niveaux différents par rapport... ils la déconnectent, en tout cas, de la concurrence sur le plan interne. Okay. Il y a un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, vous, et qui peut-être devrait être ouvert en priorité, c'est ce que vous appelez la chaîne logistique, c'est-à-dire la gestion des ports. Vous avez un point de vue là-dessus, vous considérez que ça coûte... La façon dont on gère ce secteur-là, vous avez dit tout à l'heure que c'était une des causes structurelles du déficit de notre balance des services. Vous considérez, vous, que c'est peut-être notre problème majeur en matière de gestion du commerce extérieur et que c'est le meilleur exemple de la gabegie qui caractérise aujourd'hui notre commerce extérieur. Vous savez, alors est-ce que c'est pas un secteur qu'il faut ouvrir en priorité au privé, justement? Il y a un rapport qui s'appelle le Doing Business, qui est publié chaque année par les services de la Banque mondiale. Il suffit d'aller. Il y a une ligne où on donne le coût d'un conteneur à l'importation vers l'Algérie et à l'exportation. Alors moi, il faut se livrer simplement à une comparaison. Alors, il ne faut pas se comparer à la Chine, Singapour, etc. On compare par rapport... Alors, il y a un conteneur qui vient de Marseille, qui va à Casablanca. Il y en a un qui vient à Alger, il y en a un qui va sur Tunis, à l'importation. Le coût supplémentaire, le surcoût que nous payons par rapport à quelque chose, et encore une fois, on est toujours dans la concurrence externe, c'est-à-dire on n'est pas par rapport à des producteurs ici, etc. On paye 40 à 45% plus cher. Pourquoi?
Il faut que quelqu'un commence à regarder ça. Et en fait, la réponse est simple. C'est que dans tous les pays du monde, ils ont un opérateur. Ils ont maintenu un pavillon national dans Il y a un pavillon national qui, dans le premier rôle, est de faire jouer les taux de fret à la baisse. Parce que même s'ils perdent de l'argent, même si CNAN perd de l'argent sur un certain nombre de choses, l'économie dans son ensemble gagne. Ça, c'est un élément. Et c'est valable d'ailleurs à l'exportation. C'est le même rapport qu'on trouve à l'exportation. Ça fait 15 ans, en tout cas, depuis que ce rapport existe, que ces chiffres seront publiés chaque année. En deux mots, vous pensez qu'on peut reconstituer un pavillon national ou c'est plutôt au secteur privé de s'en occuper? Enfin, pour moi, un pavillon national, quand je dis pavillon national, c'est secteur public et secteur privé. À la limite, que le plus performant, moi je pense qu'il faut qu'il y ait, c'est-à-dire tout de même, comme c'est un secteur très sensible, etc., il faut qu'il y ait une mainmise de l'État, etc. En tout cas... Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.